y un compañero fuerte del comité con apellido Villegas. Así que eres la combinación perfecta de los dos. Uy, qué coincidencia. Sí. Uy, La Ricardo, qué verdad que es bien la primera verte vez que me aquí, pasa. Ricardo. Buenas Y tardes a todos. qué un gusto recibirte también, Ricardo. Tomás, eres estudiante de Dante. Sí, sí, mi profesor. Qué orgullo. A mí me La gustaría verdad que también sí. tener este gusto. Daniel, mira que nuestro amigo Javier está ahí con nosotros. Javier Oregui. Buenas tardes, estoy aquí con todos. Qué alegría. Y Y con Gilles, ¿no? Tú conoces a Gilles, ¿no? no, Sabes que no lo Gilles conozco. tiene un trabajo también junto a Vaticano muy importante. Y incluso va a estar en la Villa Olímpica con un centro ecuménico durante los Juegos de París. Bueno, pensaba que conocías a él también por la relación de fe, ¿no? Y bueno, es un gran amigo Gilles, estuvo con él en Vaticano hace un par de años. Y bueno, de pronto ya. Hola Elvira, hola Lina, Cristian. Mira, Hola, Cristian está en el aeropuerto, seguro. Ujú. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, Hola, tardes hola, aquí en estación. Colombia. hola Eh, Lina. Hola, bien Cristian, qué acompañada, placer ¿eh? de verte. Hola, hola, buenas tardes. ¿En qué idioma no vas a hablar, Cristian? ¿En griego? Todavía no. Nos dijeron que te especializaste. Costas te dio un diploma de griego. Portugués, portugués, griego. Necesito las clases, profesora. ¿Dónde estás ahora? Ahora estoy en la estación de bus. Tengo que sacar un bus y más de Pero, 17 horas a Porto Alegre. pero ¿en qué país estás? Estoy en São Paulo ahora, Ah, estás en San pero Pablo. sí, sí, Ya sí. estás en Brasil. Ya, ya, ya. Y ahí voy para Porto Alegre. Bueno, te extrañábamos. Bien. Salud, Elvira, que también te estaba extrañando. Que hace Hola, días ¿qué que no, tal? que hace días que no te veía. Sí, hace mucho tiempo que no nos vemos, sí. Bien, bien, Me Elvira. alegro mucho de estar otra vez con todos ustedes. Nosotros contigo. Mm. Gracias, gracias. Esto es el olimpismo, nos une, como los aros nos unen a todos los Exactamente. Mañana es el gran día. Elvira, y hay condiciones para celebración en la calle mañana? ¿No hay lluvia, nada? Pues vamos a ver, porque hoy estaba lloviendo bastante, pero normalmente hay una carrera mañana en la ciudad para la gente de todas edades. Y luego durante la semana había muchas actividades en las escuelas primarias y secundarias aquí en Lausanne. Bueno, un saludo también para Miguel Cornejo. Siempre es un gusto verte, compañero, y bienvenido también a nuestra sesión Mensfervida. Bueno, amigos, estamos sobre la hora en hora. y así que, si me permiten, voy a dar inicio a la sesión. Daniel, ¿puedo seguir? Bueno, entonces vamos. Eugenia, estamos para el texto que te he enviado, ¿de acuerdo? Bueno, vamos. Buenas tardes, buenas noches a todos los amigos del Centro Latinoamericano de Estudios Cobertinianos. Mesdames Voy a et messieurs, leer, bonjour et bonsoir à tous les amis du Centre latino-américain d'études coubertiniennes. Recording in progress.
En nombre de la Junta Directiva de nuestro centro y del miembro representante para América Latina del Comité Internacional Pierre de Coubertin, Daniel de la Cueva, les doy la bienvenida a todos. Au nom du conseil et du comité de direction du centre, de notre centre, et du représentant pour l'Amérique latine du comité international Pierre de Coubertin, Daniel de la Cueva, je vous souhaite la bienvenue à vous tous. Mañana es el día para celebrar el Día Olímpico, una fecha que nos recuerda la creación del Comité Olímpico Internacional en 1894, una iniciativa visionaria de Pierre de Coubertin. Demain, c'est le jour où l'on va célébrer la journée olympique. C'est une date qui nous rappelle la création du Comité international olympique en 1894, une initiative visionnaire de M. Pierre de Coubertin. En toda América Latina y el mundo, esta celebración involucrará actividades deportivas, artísticas y educativas, como la que hoy tenemos el agrado de realizar. Dans toute l'Amérique latine ainsi que dans le monde entier, cette célébration impliquera des activités sportives, artistiques et éducatives comme celles que nous allons réaliser aujourd'hui. Con este fin, iniciaremos la 14ª edición de Mens Fervida, un evento ya tradicional en nuestro centro y que siempre cuenta con la participación de un ponente invitado. Dans ce but, nous allons lancer aujourd'hui la 14e édition de Mens Fervida, un événement déjà traditionnel dans notre centre et qui compte toujours avec la participation d'un conférencier invité. Hoy tenemos el placer de dar la bienvenida a Gilles Lecoq, profesor de psicología, presidente de la Sociedad Francófona de Filosofía del Deporte y vicepresidente del Comité francés Pierre de Coubertin. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Gilles Lecoq, professeur de psychologie, président de la Société francophone de philosophie du sport et vice-président du Comité français Pierre de Coubertin. Recientemente tuve el placer de participar con Gilles en un grupo de trabajo que redactó la Declaración del Deporte para Todos, una iniciativa de la Santa Sede, el Vaticano, y que fue firmada por importantes instituciones de reconocimiento mundial como el Comité Olímpico Internacional. J'ai récemment eu le plaisir de participer avec lui, avec Gilles, au groupe de travail qui a rédigé la Déclaration du sport pour tous, une initiative du Vatican qui a été signée par des institutions de renommée mondiale comme le Comité olympique international. Gilles nos presentará el tema Escuche la sinfonía inacabada de Pierre de Coubertin con los sonidos de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2024. Gilles va nous parler aujourd'hui du sujet nommé Écouter la symphonie inachevée de Pierre de Coubertin avec les sonorités des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Para que todos puedan disfrutar de esta sesión, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla sobre la traducción simultánea. Pour que tout le monde puisse suivre cette session, il va falloir suivre les pas à pas, les instructions à l'écran qui vont apparaître tout de suite concernant l'interprétation simultanée. Pido atención a todos entonces para que puedan cambiar para Spanish, la opción que aparece en este globo abajo, y para quien sigue en francés, aquí está todavía escrito en inglés, pero hay la opción para francés. Por favor, Eugenia. Bueno, espero que todos puedan ahora cambiar su idioma. Si tiene alguna dificultad, por favor, hágame saber. Si tiene alguna dificultad para cambiar de idioma, por favor, pidan ayuda. Bueno, con ustedes vamos.
Sí. Vamos a empezar ahora. Vamos a empezar Oui, ahora. c'est OK OK for me. Gilles, Thank you, Nelson. Merci, Nelson, pour la présentation. Merci pour l'invitation. Et comme ça a été rappelé, pour introduire un petit peu mon propos, je souhaiterais utiliser la notion de symphonie inachevée, qui pour moi est une notion essentielle de Pierre de Coubertin. Simplement pour rappeler que finalement, Paris 2024 peut être une manière de développer cette partie inachevée de la symphonie. Et donc, je vais vous proposer différents paysages et différentes sonorités de ce qui peut se passer à Paris dans les jours qui viennent. Next, please. Tout d'abord, je voudrais rappeler que le 6 juillet 2005, à Singapour, le jury a désigné Londres comme ville hôte des Jeux olympiques et paralympiques de 2012 au terme de 4 tours de scrutin. Et lors du dernier tour, c'est la capitale britannique qui a devancé Paris de 4 voix. Vous pouvez juste voir qu'en 2005, il y avait 5 villes qui étaient candidates, et vous savez que plus récemment, le nombre de candidats, des villes candidates a diminué. Ce que je veux dire à travers cette diapositive, c'est que Paris 2024 me semble être une revanche résiliente à la suite d'une défaite douloureuse. Et la culture française n'oublie pas 2005, et puis je le redirai plus tard, n'oublie pas 1900, simplement pour rappeler que la diplomatie sportive est à la fois un sport de combat et un art martial. Et puis on peut rappeler que depuis également depuis 130 ans, c'est en tout cas l'hypothèse que je vous propose, c'est que la culture française a développé de l'ambivalence envers les Jeux olympiques d'été, plutôt de la bienveillance pour les Jeux olympiques d'hiver, et puis encore un peu d'indifférence pour les Jeux paralympiques. Ceux-ci sont des hypothèses, donc on verra si ça vous fait réagir par rapport à ça, mais je perçois le contexte, on va dire, français de cette façon-là. Et puis, juste avant de passer sur une autre diapositive, donc de rappeler que, en fait, Paris 2024, c'est une histoire qui est née donc en 2005, et de rappeler que cette histoire-là est une histoire qui peut être un petit peu commune entre Londres et Paris, parce que en 2012 à Londres, les Jeux olympiques et paralympiques ont été un grand événement alibi pour renouveler l'espace urbain à l'est de la capitale britannique. Et puis, les Jeux olympiques de Paris 2024 sont également un grand événement alibi qui sont destinés aussi à renouveler l'espace urbain qui se trouve à l'est de la capitale. Et donc, lorsque l'on sera amené à parler de l'héritage des Jeux de Paris 2024, je pense que nous pourrons aisément nous appuyer sur ce qui a pu se passer à Londres pour et faire des éléments de comparaison entre nos amis britanniques et la culture française. Next, please. Je voudrais aussi inviter dans la discussion le dieu de la guerre. Vous savez qu'en ce moment, la guerre et la paix sont des notions qui sont bousculées dans leurs relations, et je voudrais
vous faire visiter le Champ de Mars, qui se trouve au cœur de Paris, et de rappeler que le Champ de Mars, c'est un champ qui est dédié au dieu de la guerre. Et que, paradoxalement, on peut considérer que les Jeux Olympiques de Paris sont à mettre sous les auspices de Mars, sous les auspices donc du dieu de la guerre. Next, please. Petit point d'histoire. On peut juste rappeler qu'en 1795, sur le Champ de Mars, après la Révolution française, il est déjà question de Jeux Olympiques. Et donc, vous voyez qu'en 1795, Paris est un grand paysage rural. Et puis, vous voyez au dernier plan le dôme de l'Hôtel des Invalides, dont on aura l'occasion de rappeler le symbole durant ces Jeux Olympiques. Next, please. Pour parler du Champ de Mars, je voudrais considérer que le Champ de Mars est aussi un territoire où les expositions universelles ont développé des compétitions internationales bien avant les Jeux Olympiques de l'ère moderne. On peut aussi rappeler que en 1867, Pierre de Coubertin découvre l'ambiance de l'exposition universelle qui se déroule sur le Champ de Mars en famille. Et puis enfin, dernier point par rapport à cette exposition de 1867, on peut considérer que l'exposition universelle est l'expression d'une guerre économique gouvernée par la recherche de l'excellence. Je me permets ainsi de considérer que la notion de guerre économique est aussi une notion à garder en mémoire et de considérer que la guerre économique et la guerre politique sont des notions qui ne sont pas très éloignées de l'émergence des Jeux Olympiques, même si les Jeux Olympiques sont à inscrire dans une logique qui vise à développer plutôt la paix que la guerre. Next, please. Ici, vous avez une médaille de l'exposition universelle de 1878. Et en vous présentant cette médaille, je voudrais vous proposer l'hypothèse suivante, c'est que les expositions universelles du 19e siècle ont influencé quelques cérémonies olympiques, et notamment le principe des mémoires, le principe des médailles d'or, d'argent et de bronze, se retrouve aussi dans ce qui était mis en place donc au niveau des expositions universelles, notamment celle de Paris. Next, please. J'utilise cette notion de mens fervida pour développer mes propos, et je voudrais symboliquement vous présenter un lieu qui n'est pas anodin par rapport à 2024, c'est le pont Alexandre III, qui sera finalement l'une des dernières étapes du marathon olympique. Et vous voyez donc tout au fond de la photo le dôme de l'Hôtel des Invalides, et donc de vous souvenir que le pont Alexandre III sera un monument majeur des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, parce que les épreuves de triathlon auront également lieu en dessous du pont Alexandre III, même si pour l'instant, du côté français, on est un petit peu inquiet de la salubrité de l'eau de la rivière Seine pour organiser les compétitions. Mais nous restons optimistes. Next, please. Un petit clin d'œil pour rappeler qu'en 1900, l'exposition universelle a fait de l'ombre aux Jeux Olympiques. Ce que je veux dire par là, c'est aussi de se souvenir que même si le CIO a été créé en 1894,
même si les premiers Jeux ont eu lieu à Athènes en 1896, en 1900, on peut considérer que les Jeux olympiques ne sont pas les bienvenus à Paris. C'était juste rappeler que, vous connaissez la formule, nul n'est prophète en son pays, hein, de rappeler que le combat de Pierre de Coubertin est un combat qu'il a dû mener aussi bien au niveau international qu'au niveau national, parce que en France, les tenants de l'olympisme n'étaient pas légion, donc à cette époque-là. En même temps, c'est l'occasion pour moi de vous proposer quelques images de Paris, hein, qui sont plutôt anciennes, mais ça vous permet peut-être de découvrir, hein, Paris d'une autre façon. Next, please. Je reviens sur le pont Alexandre III, parce que pour moi, le pont Alexandre III est quand même un symbole fort, puisque le pont Alexandre III est construit en l'honneur des relations diplomatiques positives qui sont privilégiées entre la France et la Russie à cette époque-là. Je voulais simplement, d'un point de vue symbolique, faire le lien entre 1900 et puis 2024, pour rappeler que la Russie, depuis la création des Jeux olympiques, est une nation qui intéresse le mouvement olympique et a beaucoup intéressé Pierre de Coubertin, notamment dans deux ouvrages, l'un qui s'appelle L'avenir de l'Europe, l'autre qui s'appelle Où va l'Europe, et où il précise que la présence de la Russie dans une diplomatie sportive est essentielle pour que l'olympisme puisse se développer. Néanmoins, on peut considérer qu'actuellement, cette question de la place de la Russie donc dans le concert des nations olympiques est en ce moment bouleversée par des critères qui n'ont rien à voir directement avec l'olympisme, mais on peut considérer que l'olympisme ne peut pas fermer les yeux sur ce qui se passe au niveau international. Et puis je voudrais redire le message de tout à l'heure. Souvenons-nous qu'en 1900, les Jeux olympiques sont un non-événement, puisque ce qui est privilégié à Paris à ce moment-là, c'est plutôt l'exposition universelle, et les Jeux olympiques sont tolérés, mais ne sont pas forcément valorisés à leur juste valeur. Next, please. Je ne vais pas développer toutes les évolutions qui concernent les activités physiques et sportives qui sont présentes au niveau des Jeux olympiques, mais je voudrais juste faire un petit stop sur l'épreuve du marathon. Donc vous connaissez tous, on va dire, les dimensions mythiques et symboliques du marathon, en lien avec la Grèce antique et aussi en lien avec les Jeux de 1896. Je voudrais juste préciser que le marathon est une discipline qui témoigne de l'évolution et des révolutions d'une pratique physique. Ainsi, en bas à gauche, vous vous souvenez peut-être de cette photo qui a été prise à Boston lors d'un marathon en 1967, hein, où la candidate, où une femme s'était immiscée parmi les hommes pour courir le marathon. À cette époque-là, il était interdit pour les femmes de pratiquer le marathon. En bas à droite, on a une marathonienne qui témoigne un petit peu de l'évolution de la pratique. Hein, vous savez que les temps réalisés par les meilleures marathoniennes sont quand même des temps remarquables pour des personnes que l'on considérait faibles à une certaine époque, à un certain moment du XXe siècle. Et puis, l'autre élément important peut-être par rapport aux Jeux olympiques de Paris, c'est de considérer que le comité d'organisation de ces Jeux considère que le marathon peut être aussi une expérience sportive festive et populaire. Et c'est ainsi que le 10 août 2024, il y aura un marathon réservé à vous et à moi, c'est-à-dire aux personnes qui ne sont pas des athlètes compétiteurs, mais qui pratiquent pour le plaisir. Et donc, cette épreuve est appelée le marathon pour tous connectés. Et je voulais simplement préciser que cette épreuve du marathon témoigne un petit peu de
de l'évolution de ces activités physiques et sportives et qui reprennent un petit peu ce que Nelson avait précisé tout à l'heure sur des travaux qu'on a menés il y a quelques mois sur l'idée du sport pour tous et de considérer que le marathon aussi peut être considéré comme un sport pour tous. Dernier point sur ce marathon, on peut rappeler que pour le marathon olympique, le trajet Paris-Versailles-Paris sera aussi un trajet à la fois mythique mais aussi historique, puisque cela permettra de revoir pratiquement 5 siècles d'histoire de France sur les rapports entre la royauté qui se trouvait à Versailles et puis un autre pouvoir législatif qui existait à Paris. Et donc ce marathon sera aussi symbolique d'une certaine vision de l'histoire de France, proposée donc à une vision universelle. Next, please. Je dois vous avouer qu'en ce moment, il pleut beaucoup à Paris. Néanmoins, nous souhaitons la bienvenue aux touristes, aux athlètes, aux entraîneurs, aux médias, qui vont permettre de transposer ce spectacle sportif d'une manière universelle. Et je voulais témoigner peut-être de cette partie de Paris qui pour moi est une partie qui me semble intéressante par rapport à la vie de Pierre de Coubertin, puisque nous sommes ici sur l'explanade des Invalides, donc pas loin de l'hôtel des Invalides, et que Pierre de Coubertin, qui est né rue Eugène Oudinot dans le 7e arrondissement de Paris, donc la maison de Pierre de Coubertin se trouve sur la droite, donc à quelques centaines de mètres de cette photo. Et donc, lorsque vous verrez le marathon arriver, peut-être vous vous souviendrez de cette photo et de cette esplanade qui, pour l'instant, est vide de monde, mais qui, le jour des épreuves olympiques, sera, on va dire, bondée d'athlètes, d'entraîneurs, de médias et puis de spectateurs. Diapo suivante. À travers cette diapositive, je voulais rappeler que les Jeux olympiques et paralympiques sont aussi des accélérateurs de processus de rénovation territoriale extrasportive, notamment au niveau des transports. À droite, la photo que je vous propose, c'est une photo du métro qui a été créé en 1900 pour l'exposition universelle et qui a profité aussi donc aux Jeux olympiques de Paris en 1900. Et donc, on peut rappeler que pour l'exposition universelle, la ligne 1 du métro parisien a été créée. Cette ligne du métro parisien allait jusqu'au bois de Vincennes, et c'est dans le bois de Vincennes où la plupart des activités des Jeux olympiques de 1900 ont pu avoir lieu. Ces activités n'ont pas eu lieu dans Paris intramuros, réservé à l'exposition universelle, mais au bois de Vincennes. Donc ces activités ont eu lieu, et donc le métro a été une bonne occasion de permettre aux spectateurs de se déplacer. Et puis à gauche, vous avez donc à gauche de cette diapositive, vous avez le nouveau nœud ferroviaire qui s'appelle la gare de Saint-Denis-Pleyel, qui devient on va dire un nœud ferroviaire essentiel pour tous ceux qui habitent dans la région parisienne, pour pouvoir se déplacer dans Paris. Et on peut considérer que grâce aux Jeux olympiques, ce nœud ferroviaire a pu se construire beaucoup plus rapidement que ce qu'il était prévu à l'origine. Diapo suivante. Alors, à travers cette diapositive, vous voyez d'une part la rivière Seine qui est toujours présente on va dire dans le paysage de Paris 2024. Et en même temps, vous avez une présentation du village olympique. Et dans cette présentation du village olympique, on peut considérer que l'Est parisien est bouleversé d'un point de vue architectural. Et on peut considérer que
la notion de mens fervida s'applique dans un territoire qui est métamorphosé au profit de logiques gentrificatrices. Alors, ce qui veut dire de façon plus simple, c'est de considérer que cette nouvelle architecture, après les Jeux Olympiques, vont provoquer dans cette région de Paris-Est presque un séisme sociologique, puisque les habitants qui vont se retrouver dans les installations qui ont été créées pour le village olympique ne seront pas forcément les habitants actuels donc de ce territoire. Et donc la question que l'on sera amené à travailler ensemble, ici en France, mais aussi peut-être avec d'autres collègues qui sont présents ici, c'est finalement à qui va profiter ces nouveaux quartiers d'habitation après les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Et là, je pense qu'on aura de bonnes occasions peut-être d'échange entre ceux qui ont vécu les Jeux Olympiques de Londres, ceux qui ont vécu les Jeux Olympiques de Rio pour ce qui concerne l'Amérique du Sud, pour rappeler combien les Jeux Olympiques sont aussi un accélérateur de bouleversements et de voir comment ces bouleversements sont des héritages qui sont à prendre en compte de façon positive grâce aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques. Next. Alors, je vous ai parlé de l'Est parisien. On peut considérer que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sont aussi l'occasion de développer une mens fervida dans un territoire préservé, notamment du côté de Versailles. Et on peut considérer que, alors que dans l'Est parisien, il y a un bouleversement territorial et socio-territorial qui est en train de se mettre en place, on peut considérer que pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l'Ouest parisien va devenir une vitrine touristique où le passé, le présent et le futur vont se conjuguer. Donc à gauche, vous voyez le château de Versailles. Alors là, c'est une photo qui parle du Tour de France cycliste, donc qui n'a rien à voir avec les Jeux Olympiques, mais qui montre que le château de Versailles est souvent utilisé médiatiquement pour valoriser cet ouest parisien. Et puis à droite, vous avez la mise en place des territoires olympiques qui se font aussi près du château de Versailles, simplement en rappelant qu'il y aura entre autres activités donc sur cette grande plaine du château de Versailles, donc des activités d'équitation qui vont être de façon spectaculaire, grandiose, par rapport aux cadres qui sont proposés. Petit clin d'œil géographique, on peut juste rappeler que juste à côté de Versailles, à une vingtaine de kilomètres, il existe à Saint-Rémy-les-Chevreuses le château où Coubertin a passé une partie de son enfance, et donc de rappeler que quand on a parlé de Paris, on a parlé de la rue Eugène Oudinot où Coubertin était né, on peut considérer que du côté de Versailles, on n'a pas loin aussi l'une des résidences dans lequel il a eu l'occasion de passer son enfance, en sachant qu'il y a un troisième endroit où Coubertin a passé ses vacances, c'est en Normandie, un petit peu plus loin que Paris, dans ce qu'on appelle le château de Mireville. En tout cas, par rapport à cette diapositive, ce que je voulais dire, c'est que les Jeux Olympiques sont l'occasion finalement de développer au moins 3 centres de gravité sur le territoire de Paris Grande Couronne. C'est le Paris Intramuros à travers le Champ de Mars, c'est Paris-Est avec le stade olympique et puis le village olympique, et puis à l'ouest, donc d'autres activités. J'ai parlé de l'équitation, il sera question de golf, pour montrer que finalement il y a presque trois logiques socio-économiques qui ont favorisé ce développement de ces Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris et autour de Paris. Next, please. Un autre clin d'œil, c'est pour rappeler que la notion de mens fervida est aussi présente dans un même territoire à 100 ans d'intervalle. Et là, je vous présente ce qu'on appelle le stade de Colombes.
Alors, juste de rappeler qu'en 1924, vous voyez la photo en bas à gauche, le stade de Colombes a été le stade olympique qui était choisi pour les Jeux de 1924, en sachant qu'à l'origine, Pierre de Coubertin rêvait de voir les Jeux olympiques 1924 se dérouler dans Paris intramuros, mais pour des raisons politiques, la mairie de Paris a refusé que ce stade olympique soit installé dans Paris intramuros, et c'est donc à une dizaine de kilomètres de Paris, au nord, que le stade de Colombes a été installé. Et puis, peut-être lien avec l'histoire, en 2024, le stade olympique de Colombes, donc de 2024, devient un stade rénové et aménagé pour les épreuves de hockey sur gazon. Il y avait 60 000 personnes en 1924 dans ce stade. Là, il y aura 20 000 personnes pour le hockey sur gazon. En tout cas, on peut considérer qu'en termes d'héritage, le comité d'organisation des Jeux Olympiques a réussi, au moins pour cette installation, peut-être à conserver une forme d'héritage et de témoignage de ce qui a pu se passer à un siècle d'intervalle. Diapo suivante. Alors, je voulais aussi introduire la notion de mens fervida pour aborder la notion de corps augmenté. Simplement aussi pour rappeler que on va vivre, grâce aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques, une forme de nouvel humanisme paralympique, notamment lié à certaines innovations technologiques qui ne sont pas très éloignées de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et donc, si vous n'étiez pas convaincu, je souhaiterais vous convaincre ce soir de rappeler que finalement, cette symphonie inachevée de Pierre de Coubertin, on va pouvoir non pas l'achever, mais continuer à la construire, notamment par rapport à des événements qui vont avoir lieu au niveau des Jeux olympiques, mais aussi des événements qui vont avoir lieu au niveau des Jeux paralympiques, parce qu'on aura l'occasion sûrement de découvrir ce que j'appelle, je me répète, ce nouvel humanisme paralympique qui sûrement pourra déteindre sur l'humanisme olympique. Et puis, j'ai plaisir souvent, quand je développe cette notion de corps augmenté, de rappeler que les athlètes vulnérables n'ont rien d'exceptionnel, mais que les gens exceptionnels sont tous vulnérables. Et donc, et là, je pense qu'on a des beaux textes de Pierre de Coubertin qui nous permettent de faire le lien avec ces notions. Et notamment, j'utilise beaucoup l'un de ses ouvrages qui date de 1913, qui s'appelle Essai de psychologie sportive, et qui reprend différentes thématiques qui ont été traitées lors d'un congrès de psychologie et de physiologie qui avait eu lieu à Lausanne, donc en 1913. Donc voilà, c'était aussi une manière de rappeler que les athlètes ne sont pas simplement des personnes performantes, ce sont aussi des personnes créatives et ce sont aussi des personnes qui peuvent considérer que la vulnérabilité est souvent proche de la notion d'exceptionnalité. Next. Alors, je me suis permis de choisir cette photo sur laquelle vous retrouverez Nelson Todt. Et donc, je voudrais remercier Nelson pour avoir initié, il y a quelques mois, c'était en septembre 2022, un contact fructueux entre Thomas Bach et Monseigneur Gobillard. Juste pour préciser ce que je veux dire par là, c'est l'idée que Monseigneur Gobillard est l'évêque qui est mandaté par le Vatican pour organiser le centre œcuménique qui sera présent au niveau du village olympique. Et j'ai la faiblesse de croire que ce temps de rencontre entre Thomas Bach et Monseigneur Gobillard, avec l'entremise de Nelson Todt, mais aussi d'autres collègues, a été une mise en lien fructueuse, puisque en France, où la notion de laïcité est une notion qui ne facilite pas forcément ce qu'on appellerait le dialogue interreligieux,
cette rencontre à cette époque-là, septembre 2022, a permis la mise en place d'initiatives en France qui vont, je pense, aider le Comité international olympique à développer des thématiques autour de la notion de dialogue interreligieux et autour de la notion d'œcuménisme, et puis aussi, pour ce qui me concerne, les articulations qui peuvent exister entre sport, psychologie et spiritualité. Alors, ce que je voulais préciser, c'est que à gauche, je vous ai repris, donc c'est un petit peu long, je ne vais pas tous les nommer, mais je voudrais les expliquer pourquoi je vous propose ces notions. Vous avez à gauche une manière de définir ce que Pierre de Coubertin a appelé le religio atletae, et puis à droite, une notion que Pierre de Coubertin a développée et qu'il a appelée le rythmie. Et donc, en quelques mots, et je vous laisse lire en espagnol ce qui est inscrit ici, juste rappeler que la notion de religio atletae, telle que je la comprends de ce qu'a pu développer Pierre de Coubertin, c'est une volonté d'unifier chez une même personne à la fois ses racines spirituelles, mais également de permettre à cette même personne de réaliser ses obligations civiles, et puis en même temps de reprendre une autre notion, ce qui est de vivre pleinement ses rêves en pratiquant une activité sportive, en s'abstenant de tout ce qui pourrait les dégrader inutilement. Et puis, sachant que Pierre de Coubertin était pour moi un grand imaginatif et un grand créatif, je retiens de la notion du religio atletae que pour Pierre de Coubertin, et je partage cette dimension, l'important chez un athlète ou chez une personne, jeune ou moins jeune, c'est qu'elle puisse faire dialoguer à la fois le silence de ses muscles avec la puissance de l'imagination. Pour ce qui concerne le rythmie à droite, je voudrais juste rappeler que Coubertin nous rappelle que l'excès est une dimension constitutive de l'effort physique, c'est une dimension constitutive de la pratique sportive, et en même temps, il est nécessaire pour une personne, pour qu'elle soit, on va dire, dans un état de mieux-être, quelque part de trouver un équilibre provisoire entre ce qu'on appelle la liberté d'excès et la nécessité de temps en temps de dételer pour trouver un équilibre de vie. Et c'est, je reprends une notion alors que j'apprécie, j'espère que vous pouvez en profiter vous-même, c'est-à-dire de considérer que faire de la chaise longue est un lieu rêvé qui favorise un calme corporel, mental et social. Donc si vous avez une chaise longue près de vous, n'hésitez pas à l'utiliser régulièrement, parce que la chaise longue, c'est aussi une manière de récupérer des efforts liés à nos activités professionnelles et sociales. Et il apparaît que la chaise longue, finalement, peut être un outil tout à fait pertinent par rapport pour développer une gymnastique utilitaire. Et puis, dernier point, par rapport à la notion d'écologie, on peut juste rappeler que les réflexions de Pierre de Coubertin ont été pour lui l'occasion de rappeler que l'aérothérapie, l'hydrothérapie, l'héliothérapie sont de merveilleux moyens de rester en contact pour un athlète avec la nature. Et donc, on peut considérer que si on est amené à parler du développement durable, on peut considérer qu'il y a de beaux passages de Pierre de Coubertin qui nous permettent quelque part de réfléchir d'un point de vue éthique et philosophique sur ces contacts avec la nature et la façon dont l'olympisme peut être un excellent médiateur pour ceci. Pour compléter cette diapo, je voudrais juste rappeler que, et ça rejoint un petit peu la notion de symphonie inachevée, que finalement la symphonie inachevée de Pierre de Coubertin n'est pas un échec, parce que je considère que l'inachèvement n'est pas un manque, mais c'est une chance de réaliser ce qui semble impossible, et on peut considérer que Pierre de Coubertin, sans forcément l'avoir voulu, en nous léguant une symphonie inachevée, nous permet de réaliser encore en 2024 quelque chose qui semblait impossible il y a un siècle,
et j'espère qu'ensemble, nous pourrons quelque part participer à la continuité de cette symphonie. En tout cas, on peut considérer que de septembre 2022 à Paris 2024, il y a un tremplin qui pour moi était fort important, c'est ce que Nelson avait précisé, cette notion de sport pour tous ensemble qui, quelque part, peut favoriser le dialogue entre le Comité international olympique et beaucoup d'instances internationales qui ont des visions proches ou des visions déclaratives proches. Next, please. En termes de conclusion, et je pense que c'est la dernière diapo que je vous propose, mon propos à travers cette intervention, et je vous remercie encore de votre confiance pour me permettre d'intervenir et d'échanger avec vous sur une vision transatlantique entre l'Amérique du Sud et l'Europe, de rappeler que une symphonie toujours en mouvement, c'est ce que j'appellerais la symphonie olympique, fait de l'inachèvement une voie pour l'universel. Et les trois cadres là qui vous sont proposés, c'est simplement de considérer que à gauche, vous avez quelques perspectives qui vous sont proposées. Je ne vais pas tous les décliner, mais je vous laisse en prendre connaissance. C'est pour moi 4 principes à gauche qui vont favoriser ce que Pierre de Coubertin avait appelé en son temps une éducation universelle. Au milieu, vous avez pour moi 5 dimensions qui peuvent être les fondements de ce qu'on pourrait appeler un sport qui tente à l'universalité. Et puis, à droite, vous avez 5 principes qui peuvent être les fondements de ce qu'on pourrait appeler une santé universelle, parce que je considère que dans ce que Pierre de Coubertin nous a légué, le sport, bien évidemment, semble être central, mais le sport n'est j'exagère un petit peu, qu'une infime partie, on va dire, de l'œuvre de Pierre de Coubertin, parce qu'à côté du sport, vous avez aussi des dimensions qui sont liées à la santé et des dimensions qui sont liées à l'éducation. Et pour moi, parler de Pierre de Coubertin en 2024, c'est associer ces notions de sport, d'éducation et de santé. Et puis, je me permets de presque terminer sur une phrase de Pierre de Coubertin qu'il avait prononcée lors de son 70e anniversaire. On peut considérer qu'en France, en ce moment, nous sommes un peu stressés pour faire au mieux pour accueillir les Jeux olympiques et paralympiques pour plein de raisons qui dépassent les enjeux olympiques et paralympiques. Et donc, je vous reprends un petit peu cette phrase qu'il nous avait léguée. Tenez-vous bien en selle, garçons, foncez hardiment à travers le nuage et n'ayez pas peur, l'avenir est à vous. Il y a quelques nuages sur Paris en ce moment, mais nous essayons de ne pas avoir peur parce que nous considérons que l'avenir est à nous. Et pour la dernière idée que je voudrais partager avec vous, donc au niveau de ce qui se passe en France, mais aussi de ce qui se passe chez vous, on peut considérer que nous pouvons accepter l'héritage, bien sûr, de Pierre de Coubertin, en s'autorisant au-delà de l'arbre olympique, qui est éminemment un arbre majestueux, en s'autorisant à mettre en lumière l'immense forêt pédagogique semée par Pierre de Coubertin en son temps, et aussi de prendre en compte les différents rejets et greffes qui ont suivi cet ensemencement jusqu'à aujourd'hui, parce que ce sont ces rejets et ces greffes qui finalement vont permettre à une symphonie inachevée d'être de moins en moins inachevée. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je reste à votre disposition pour écouter vos réactions, vos questions, et puis en sachant que tout ce que j'ai présenté ici durant ces quelques minutes, c'était aussi une manière peut-être de
de vous tendre la main pour continuer à travailler ensemble une fois que ces Jeux olympiques de Paris seront achevés. Voilà, à vous la parole et merci pour votre écoute. Nelson, podría. Nelson, Bueno, estás tú, ¿Me silenciado. escuchan? Un momento, Héctor. bueno, ¿Todos me escuchan? sí, Ahí, muy bien. Ahora yo he Sí. desactivado la traducción, pero necesitaremos, necesitaremos de un poco de paciencia para hacer las preguntas dirigidas a nuestro amigo Gilles, y porque la traducción ahora será consecutiva. Así que atención, entonces si las preguntas van a ser enviadas al chat. Bueno, de todos los modos, si alguien quiere pedir la palabra, como Héctor en este momento, tienes la palabra, pero despacio para que la traductora pueda también ofrecer la traducción a nuestro invitado, ¿de acuerdo? Héctor, por favor, tienes la palabra. Tienes que abrir tu micrófono porque estaba con un poco de ruido y lo cerré. Si puedes abrirlo otra vez, te agradezco. ¿está ahora? Sí, ahora sí. Bueno, mis primeras palabras de felicitaciones a Gilles por esta magnífica exposición. Mi pregunta es si puede darnos una versión del nuevo centro acuático que se elaboraron para los Juegos de París 2024 por la tecnología y la aplicación de la madera como elemento constructivo y acercamiento al medio ambiente. Eugenia, ¿puedes? Sí, d'accord. Gilles, vous m'entendez bien, non? N'est-ce pas? D'accord. Donc, tout d'abord, il vous félicite pour la présentation et puis il voudrait vos commentaires concernant le centre aquatique, le centre pour eaux vives, le stade des eaux vives, qui a été construit avec du bois et en ce qui concerne l'emploi du bois, la technologie qui a été employée pour le développement durable de ce centre. Alors, en termes de réponse, je vais peut-être répondre à 3 niveaux en sachant que les activités aquatiques qui vont avoir lieu pendant les Jeux olympiques de Paris, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris, témoignent d'une volonté de s'intéresser à ce qu'on appelle le développement durable. Je continue Non, je prends la parole. Voy a responder esta pregunta en 3 niveles. Por un lado, debo decir que el desarrollo de este centro de actividades acuáticas da testimonio de esa voluntad de los Juegos Olímpicos de París y Paralímpicos de respetar el desarrollo sustentable. Le premier niveau de réponse, effectivement, ça concerne ce qu'on appelle le centre aquatique, qui se trouve à côté du stade olympique. Je pense que toutes les innovations ont été mises en place pour faire de ce centre aquatique, on va dire, un bel édifice qui répond à des exigences de durabilité. Cependant, vous n'êtes pas sans savoir que les épreuves aquatiques n'auront pas lieu dans cette piscine parce que le bassin n'est pas homologué pour des compétitions sportives et des compétitions olympiques. Et paradoxalement, on assiste que même avec la meilleure volonté au monde, il est toujours difficile de développer une architecture merveilleuse sans prendre en compte les logiques, les logiques les logiques sportives, si bien que les épreuves de natation n'auront pas lieu dans cette piscine, mais elles auront lieu à l'ouest parisien,
dans une piscine provisoire. Et donc, on aura l'occasion de reparler au niveau de l'héritage, c'est-à-dire que toutes les exigences de durabilité qu'on a voulu mettre dans ce centre ont été mises à néant parce qu'il y a des détails qui ont été oubliés dans la mise en place de cette installation. Bueno, hablamos del centro acuático, sin embargo, en este centro acuático, a pesar de que se quiso cumplir con muchas cuestiones relacionadas con la sustentabilidad, lamentablemente no se tuvieron en cuenta algunos detalles técnicos necesarios para las competencias de natación, por lo cual las competencias de natación no se van a desarrollar en ese centro, sino en una piscina provisoria que va a estar en la zona oeste de París. Así que bueno, hay que tener en cuenta esa cuestión que, bueno, a veces ocurre, no se tienen en cuenta los detalles técnicos y eso va a ser también una cuestión que vamos a ver cuando pasen los Juegos y va a ser algo que, un legado, otra parte del legado que nos van a dejar. Deuxième niveau de réponse, parce que je fais des réponses sur les activités aquatiques. Effectivement, on peut considérer que la rivière Seine est un symptôme intéressant de ces Jeux olympiques et paralympiques, parce que peut-être vous vous souvenez de notre président Jacques Chirac, qui avait déposé la candidature avec le maire de Paris de l'époque en 2005. Jacques Chirac nous avait dit « Je vais me baigner dans la Seine en 2005-2006 ». Et donc la France avait 20 ans pour que la Seine soit baignable pour les athlètes et pour tout le monde. Or, ce n'est pas le cas. Donc je pense que il existe un écart, de mon point de vue ici en France, entre la volonté du comité d'organisation de développer un spectacle médiatique, c'est-à-dire de voir Paris de façon magnifique, et d'oublier que techniquement, on aurait pu en 20 ans faire du bassin de cette rivière un bassin tout à fait nageable. Bueno, el segundo nivel de mi respuesta tiene que ver con el río Sena y creo que este es también otro síntoma significativo de los Juegos Olímpicos. Si recuerdan, no sé si lo recuerdan, pero bueno, Chirac cuando propuso París como candidato a los Juegos Olímpicos, dijo que él quería en unos años bañarse en el Sena y sin embargo, a pesar de la voluntad del Comité Olímpico de hacer un gran espectáculo en París con los Juegos Olímpicos, otra vez olvidaron la cuestión técnica y las aguas del Sena siguen siendo muy discutidos si aún van a poder estar los nadadores allí, si están aptas para el nado. Otra vez tenemos esa dicotomía. Et troisième niveau de réponse, si vous avez l'occasion de suivre les épreuves notamment de canoë et de kayak en eau libre, je pense que vous aurez pour moi un exemple de durabilité qui fait que là où auront lieu ces épreuves sont des lieux qui existent déjà depuis 20 ans et qui sont vraiment ouverts à tous et qui ont été réellement adaptés aux exigences et aux éthiques des Jeux olympiques et paralympiques. Voilà, désolé pour la longueur de la réponse, mais voilà, je souhaitais parler de toutes les activités aquatiques. Y en el tercer nivel quería hablar del piragüismo. Si ustedes han asistido a las competencias de kayak y de que se realizan, se llevan a cabo, se asisten, van a ver que se van a llevar a cabo en lugares realmente sostenibles, lugares que ya existen hace 20 años y que han sido bien adaptados para la asistencia del público y para el desarrollo de las pruebas. Perdón por la extensión de la respuesta, pero quería hablar de todas las actividades acuáticas. Daniel, ¿tienen preguntas en el chat para pasar a Eugenia? ¿Sí? Bueno. Creo que estará contigo ya, Eugenia. Ahí está. Ahí, acabo de recibirla. Puedes hacerla primero en español y traduzca Sí. al consecutivo después para Gilles. Bien.
La primera es cuál es tu opinión particular sobre los cambios paradigmáticos que enfrentan los juegos y el MO, perdón, no sé qué es, MMO, Movimiento Olímpico. Sí, puede ser. Exactamente el pago de parte de las federaciones de atletismo y boxeo a los atletas que obtengan medallas y los posibles Juegos Olímpicos de los eSports, deportes extremos, ¿verdad? Sí. Y bueno, esa sería una pregunta. Alors, Deportes quelle est ton electrónicos, opinion, perdón. Gilles? Perdón. Sí, Daniel. Deportes electrónicos, juegos Ah, de perdón, sí, computadora. sí, sí. Deportes. Y el otro MO es el movimiento olímpico. Sí, Ok. perfecto. Alors, Gilles, quelle est ton opinion particulière sur les changements paradigmatiques auxquels doivent faire face les Jeux olympiques, les mouvements olympiques, et surtout en ce qui concerne le paiement par une partie des fédérations aux athlètes et aux boxeurs de boxe qui vont obtenir des médailles et donc d'une part ça, et puis la possibilité des Jeux olympiques concernant les sports électroniques, le sport électronique. Alors, par rapport à la première question, je trouve que là, on est bien dans un héritage que nous a légué Pierre de Coubertin, c'est d'avoir une vision complexe à gérer entre ce qu'on appelle l'amateurisme et le professionnalisme. On peut considérer qu'à l'origine des Jeux, effectivement, l'amateurisme était dominant et le professionnalisme était preuve d'exclusion. On peut considérer que dans les années 1980, il y a eu une évolution pour permettre aux professionnels, entre guillemets, d'être présents. En tout cas, derrière la question se pose la complexité de ce qui ferait, pour moi, ce serait une question éthique, à qui appartiennent les athlètes. Est-ce que les athlètes concourent pour eux-mêmes ou est-ce que les athlètes, finalement, ne sont, j'exagère un petit peu le trait, ne sont que les représentants d'entreprises ou les représentants de pays ou les représentants de communautés qui va à l'encontre de la dimension universelle de l'activité sportive. Et donc, derrière la question, vous me permettrez de ne pas y répondre ce soir pour qu'on puisse se retrouver peut-être à d'autres occasions, mais de considérer que, alors en tant que psychologue, je complète ma réponse, c'est de considérer que là, ça touche à ce qu'on appellerait d'une part la motivation intrinsèque qui permet à une personne de vraiment s'investir dans une activité pour le plaisir de jouer, et puis une motivation extrinsèque où il y a d'autres bénéfices secondaires qui peuvent exister et qui permettent à la personne finalement d'être reconnue socialement par rapport à ce qu'elle fait. Et j'aurais tendance à considérer que peut-être nos travaux, nos réflexions que l'on mène dans les différents cercles Pierre de Coubertin des différents continents, c'est finalement comment on peut permettre à une personne de conjuguer cette notion de motivation intrinsèque et de motivation extrinsèque, et puis de repérer comment l'individuel et le collectif peuvent dialoguer ensemble. Et là, je reviendrai volontiers sur le fait que on a peut-être, grâce à certains écrits de Pierre de Coubertin, à nous intéresser à cette notion de religio athletae, qui n'est pas l'idée d'être un athlète religieux, c'est pas ça la signification. La signification, c'est bien d'être en capacité d'unir, on va dire, des forces complémentaires qui se mettent au service à la fois de l'individu et aussi d'un collectif. Donc je n'ai pas tout à fait répondu à la question, mais c'est des pistes qu'il m'intéresserait de travailler avec vous si certains d'entre vous sont intéressés. Puis je répondrai après sur le e-sport. Muy bien. Bueno, diría que todo esto tiene relación con un legado que nos dejó Pierre de Coubertin, con esta visión compleja entre lo que es el amateurismo y el profesionalismo. En sus inicios los Juegos Olímpicos eran muy de aficionados, con mucha participación de aficionados. Cuando se retomaron a partir de 1924 se trató de impulsar una mayor participación de profesionales, pero además de esto está la cuestión ética de a quién pertenecen los atletas. ¿Son ellos dueños de sí mismos
o pertenecen o son simples representantes de empresas, de países, algo que está un poco en contra de la visión universal que buscan los Juegos Olímpicos. Por otro lado, hay una cuestión de una motivación intrínseca del atleta que hace deporte por el placer de hacerlo y otra motivación extrínseca que se basa en otros beneficios como el reconocimiento social. Y nuestro trabajo en estos círculos de Pierre Coubertin que tenemos en estas instancias es ver cómo conjugar esas dos motivaciones, la intrínseca y la extrínseca, y cómo fomentar ese diálogo entre el individuo y la comunidad. Para este atleta que es un religio atletae, y no quiere decir que es un atleta religioso, sino que busca unir fuerzas complementarias que relacionan lo individual con lo colectivo. Estas son, si bien no estoy respondiendo exactamente a la pregunta, quiero dar como unas pequeñas pistas para desarrollar la cuestión y me gustaría trabajarlas con ustedes después si eso quieren, si les interesa. Concernant la deuxième dimension qui a été posée, je pense que c'est Daniel qui avait posé ces questions. No, je ne sais pas qui a posé la question. ¿Quién planteó la pregunta esta de...? No sé si fue... No, Daniel est en train de me retransmettre les questions, donc je ne sais pas qui l'a posé exactement. Concernant la notion de dimension technologique, qui effectivement sont présentes dans les activités sportives, on est amené à s'intéresser à une question éthique qui vont se poser là durant l'été 2024, notamment au niveau des Jeux paralympiques. Lorsque nous allons décerner des médailles pendant les Jeux paralympiques, est-ce que nous allons décerner des médailles à un dispositif technologique ou est-ce que nous allons décerner des médailles à un être humain? Quand je pose cette question-là, bien évidemment, on peut considérer que ce sont les êtres humains qui vont être glorifiés, qui vont recevoir une couronne par rapport à ce qu'ils ont réalisé. Néanmoins, il est nécessaire et important de s'interroger sur la place que prend la technologie sur la performance humaine et la façon dont on peut accepter les bras ouverts ou peut-être avec réticence ce qu'on appelle l'homme ou la femme augmentée. Et pour compléter ma réponse et les différentes perspectives, on peut rappeler que à Zurich, à la fin du mois d'octobre, aura lieu une épreuve qui s'appelle le cibathlon. Et dans cette épreuve qui s'appelle le cibathlon, ce sont des épreuves où ce sont les technologies qui sont récompensées et ce ne sont pas les êtres humains qui sont récompensés. Et donc, j'aurai l'occasion, une fois que les Jeux paralympiques sont terminés, d'aller du côté de Zurich pour voir comment finalement, entre cibathlon et Jeux paralympiques, on peut quelque part trouver des moyens de repérer des cadres éthiques qui permettent de mieux comprendre l'avenir des activités sportives, parce que ce qui va évoluer au niveau des Jeux paralympiques va aussi avoir un effet sur les Jeux olympiques et les performances des personnes que l'on appelle classiquement des personnes valides. En tout cas, cette notion d'intelligence artificielle et la notion de technologie est une notion tout à fait intéressante, et il me semble que le Comité international olympique est tout à fait mandaté pour justement favoriser des dialogues et des controverses à ce sujet, parce que toutes les fédérations étant présentes, ça peut favoriser justement ces controverses et de déboucher sur des dialogues plutôt consensuels, même si les dialogues risquent d'être fort rugueux de temps en temps. Bien, en cuanto a la dimensión tecnológica, hay una cuestión de ética que se plantea sobre todo en los Juegos Paralímpicos. Podríamos preguntarnos si se va a dar medallas a un dispositivo tecnológico o a un ser humano.
Claro está que se va a dar, las medallas se va a premiar al ser humano, pero toda la situación que no está lejos de la inteligencia artificial y todo el desarrollo tecnológico nos hace cuestionarnos y plantearnos cuál va a ser cuál es el lugar que ocupa la tecnología respecto de la actuación del rendimiento y de los resultados del ser humano, del rendimiento deportivo. Y esto se puede aceptar así nomás o con cierta reticencia, esta cuestión del cuerpo aumentado que yo les planteaba en una de las diapositivas. Todas estas cuestiones que nos vamos a encontrar y que van a surgir a raíz de esto, nos van a llevar a plantearnos cómo encontrar un marco ético para el futuro en los deportes. Entonces, podemos decir que la situación de la dimensión tecnológica en los Juegos Paralímpicos va a afectar no solo a la gente que participa en esos Juegos, a los atletas que participan en esos Juegos, sino también a las personas que hoy llamamos de personas no discapacitadas. Y va a afectar en definitiva a los Juegos Olímpicos también. Es una cuestión que favorece la controversia, pero que además abre la puerta a un diálogo que no siempre es fácil. Alors, creo que tenemos una pregunta más. ¿Cuántos atletas de los aproximadamente 10 o 12.000 que participarán en los Juegos participan en las actividades religiosas? Savez-vous combien d'athlètes de ceux qui participent, de 10 ou 12.000 qui vont participer aux Jeux, et vont participer également des activités religieuses? Pour l'instant, en un mot, non. Mais on va dire mes activités alors de psychologue qui s'ouvrent à ce qu'on appelle les dimensions spirituelles de la psychologie, on peut considérer que tous les athlètes finalement qui sont confrontés à l'extrême de la performance sportive sont amenés quelque part à ressentir des dimensions corporelles qui pour moi sont proches de ces dimensions spirituelles. Et donc ma première réponse c'est je distinguerai l'aspect religieux de l'aspect spirituel, c'est-à-dire tous les athlètes sont concernés par la dimension spirituelle de l'effort physique. Pour ce qui concerne les approches religieuses, on peut considérer qu'il y a certaines délégations qui ont eux-mêmes en leur sein des aumôniers qui accompagnent les athlètes. Par contre, il y a d'autres nations où ce n'est pas tout à fait le cas et je pense qu'au niveau du village olympique, ce sera ces personnes qui seront qui viendront nous voir. Alors néanmoins, peut-être vous avez eu l'expérience à Rio de comment ça a pu se passer. Néanmoins, je me permettrai de répondre à cette question, peut-être après les Jeux, sur comment ce centre œcuménique a été développé. Par contre, je pense que ça sera l'occasion, peut-être avec des entraîneurs, peut-être avec des dirigeants, peut-être mine de rien, de favoriser ce dialogue interreligieux qui peut être aussi occasionné par ces Jeux olympiques et paralympiques. Alors il se trouve que j'ai été nourri il y a de nombreuses années par ces dimensions religieuses et spirituelles. C'était en 2003 pour les championnats du monde d'athlétisme qui avaient lieu à Paris, où nous sommes retrouvés à la cité universitaire. Et donc au niveau athlétique, on s'est aperçu que rien que le fait que cet espace œcuménique existe, ça pouvait permettre finalement pour certains athlètes de favoriser la rencontre et puis peut-être mine de rien d'apporter une pierre à ce 4e mot de la devise olympique qui s'appelle ensemble. Et je rajouterai peut-être ma formulation, c'est comment pouvons-nous vivre ensemble avec nos différences et que bon, ça fait un peu trop long pour un slogan, mais peut-être que ça peut être une bonne base de réflexion pour la suite de ce qu'on appellerait une forme d'éducation olympique autour de ce sujet. Bueno, no tengo el dato preciso,
lo veremos después, pero creo que todos los atletas que llegan a ese extremo de performance, de rendimiento, sienten esa dimensión espiritual, tienen contacto, pero bueno, de todos modos hay que separar lo espiritual de lo religioso y sé que ciertas delegaciones van a traer a sus propios religiosos, sus propios practicantes religiosos y otras no. En el contexto de la Villa Olímpica, el Centro Ecuménico les va a dar el espacio a esas otras delegaciones y probablemente sean esos atletas los que se acerquen a nosotros y nos permitan llevar adelante, favorecer ese diálogo interreligioso y brindar ese espacio para esa cuarta divisa de los Juegos Olímpicos, que es el estar juntos, el cómo vivir juntos a pesar con nuestras diferencias. Es algo que yo ya viví en el Campeonato del Mundo de Atletismo de 2023, el solo hecho de que hubiera un centro dispuesto a recibir a los atletas, un centro ecuménico dispuesto a recibir a los atletas, hizo que muchos de ellos se acercaran y quizás abrimos una puerta para algo que llegara más allá. Attendez, je vais voir s'il y a d'autres questions. Bon. Alors, Daniel, je ne sais pas si je passe à la dernière, n'est-ce pas? Sí. La última sería la última que está con la imagen. ¿La puede leer Bien, correctamente? perfecto. Sí. Hola, dice, soy María Luz, estudiante del Instituto San Miguel de Córdoba, Argentina. Mi consulta es, ¿qué otros impactos cree que deja la maratón que se hará el 10 de agosto de 2024? Alors, Gilles, on vous demande quels sont les impacts qui pourrait avoir la marathon du 10 août et d'autres impacts qu'elle pourrait avoir. La marathon pour tous, n'est-ce pas? Oui. Alors, premier élément de réponse, si ce marathon a été organisé, c'est parce que déjà sur Paris, il y a des épreuves qui existent et qui sont célèbres. C'est d'une part le marathon de Paris et d'autre part la course des 20 km de Paris-Versailles. Donc il y a déjà un attrait, un engouement pour les disciplines longues dans une logique de pratique pour tous. Je ne vais pas parler aussi de l'attrait qui peut exister pour des activités de trail, mais premier élément, donc si ce marathon est organisé le 10 août, c'est parce que déjà il y a une dimension d'intérêt qui existe auprès de la population pour faire un marathon, d'autant plus entre les deux Jeux olympiques et Jeux paralympiques. Deuxième élément, quand cette course a été organisée, tout le monde pouvait s'inscrire, mais tout le monde n'a pas été retenu. Sinon, nous aurions eu 15 000 participants. Donc, il y a eu des sélections, mais on peut considérer que l'impact de cette course de marathon va être l'occasion, et je reprends encore cette notion cette notion d'ensemble, cette notion de marathon, c'est rappeler que même dans des activités qui étaient perçues il y a quelques années comme étant des activités sélectives, qui excluaient plus de personnes que de l'inclusion, développe vraiment concrètement ce que peut signifier cette notion de sport pour tous. Donc l'impact, pour moi, ça va être sûrement de pouvoir, en termes d'héritage, de continuer à décliner avec richesse, je reprends le terme de tout à l'heure, comment on peut courir un marathon ensemble avec ces différences, c'est-à-dire certains qui vont arriver après au bout de 2h30 et d'autres qui vont arriver au bout de 5 heures. Je crois que cette notion de concourir avec et contre les autres avec nos différences, ça peut être une vision éthique que j'aimerais partager avec mes collègues qui vont partager ce temps de Paris 2024. Por una parte, esta maratón se organizó porque ya en París había un interés por las carreras largas. Tenemos la maratón de París y la carrera de 20 kilómetros entre París y Versalles.
Entonces ya existía este interés, este atractivo que provocaban las carreras largas en la población parisina. Y por otra parte, cuando se organizó esta maratón, todo el mundo podía inscribirse, pero no todo el mundo podía participar, porque si no hubiéramos tenido 15.000 personas corriendo. Se hizo una selección. Y sin embargo, a pesar de eso, esta maratón va a impactar en el sentido de la noción de hacer juntos, de correr juntos, a pesar de nuestras diferencias o con nuestras diferencias, como ya dije recién, porque habrá algunos que lleguen en 3 horas, otros que lleguen en 20 horas, y esta noción que plantea una cuestión ética va a ser otro legado de las Olimpiadas, es la noción del deporte para todos. Muy bien. Perdón, y bueno, si alguno de los que están allí quiere seguir tratando que van a participar, quieren seguir tratando este tema conmigo, bueno, es algo que también me gustaría hacer en el futuro. Qué bueno. Je crois qu'avec ça, on a fini les questions, Gilles. Merci Te paso Muchas la palabra, gracias. Nelson. Sí, vamos a Nelson, María Eugenia. Muchas gracias. Bueno, José Luis, te pido perdón, pero es demasiado tarde para ellos, invitados de Europa, y no podremos avanzar con preguntas en este momento. ¿Quieres hacer alguna consideración? ¿Es esto? ¿O una pregunta? No te escuchamos. Tu audio no está. Sí, ahora está mutado, pero cuando abres el audio tampoco está funcionando. No te escuchamos. No. Bueno, perdóname, si puedes escribir mejor, porque no te escuchamos tu audio. Amigos, mañana, en pocas horas para Elvira, en pocas horas para Gilles, en pocas horas para Javier, ya será el Día Olímpico. ¿Puedes traducir, por favor, Eugenio? Gilles, dans peu d'heures, pour vous et pour vos collègues de l'Europe, on commence déjà la journée olympique. Desta forma, vocês vão começar a celebrar o Dia Olímpico antes de nós. Alors là, vous allez commencer les célébrations de la journée olympique avant nous. Mas momentos como esses, por favor, Eugênio, Mais dans des moments comme celui-ci, nos permitem compreendermos que dias olímpicos são atemporais e também independem de geografia. mais des journées comme celle-ci ou des moments comme celui-ci nous permettent de comprendre que les journées olympiques ou les jours olympiques sont atemporels et indépendamment des conditions des lieux géographiques. Pardon. Assim que, em nome de todo o Centro Latino-Americano de Estudos Coubertinianos, te agradecemos enormemente pela partilha de hoje. Donc, un énorme merci pour votre participation aujourd'hui au nom du centre, de tous les centres latino-américains coubertiniens. E agradecemos também, né, ao Comitê Internacional Pierre de Coubertin, que através do nosso presidente Stefan Wassong e Elvira Ramini, nossa secretária-geral do comitê e membro de honra desse centro, permitiram a realização também desse evento. Alors, merci également au Comité international Pierre Coubertin et à son président et à la secrétaire, pardon, je n'ai pas retenu les noms, et qui sont présents et qui ont permis de rendre possible cette rencontre. Então, em nome da nossa junta diretiva, Daniel Della Cueva, Tomás Bolânio e eu mesmo, agradeço a presença de todos aqui, uma saudação muito especial aos amigos que a gente pode reencontrar num evento como esse, esperando que vocês tenham um excelente dia olímpico e a gente se encontra proximamente numa nova sessão de Mens Fervida. Saudações olímpicas, abraços olímpicos a todos.
Viva o Dia Olímpico, viva Pierre de Coubertin. Merci à vous tous, merci à notre comité, à Daniel de la Cueva et à Thomas Bolagne et moi-même. Et bon, et vive les Olympiades, vive les Jeux Olympiques, et vive la journée olympique. Merci à vous tous. Sí. Muchas gracias. Mira, muchas gracias a ti. Merci Muchísimas beaucoup, Gilles. gracias. Gracias, Gracias, Javier. Nelson. Gracias, Nelson. Gracias. Daniel. Suma. Gracias. Muchas gracias. Alberto. Gracias. Miguel, Feliz Miguel noche. Corujo, Gracias a un todos. abrazo. Merci beaucoup, Gilles. Muy Tomás. bien, Gilles. Chao, Nelson. Felicitaciones a Bravo, Eugenia. Eugenia. Felicitaciones a Eugenia. 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 Gracias. Saludos, Daniel. Gracias, Nos gracias. vemos. Muy amable. Gracias, Daniel. Saludos, amigos. Felicitaciones. Feliz Día Olímpico. Merci Sí, beaucoup, eso es. Gilles. Aos jovens de todo el mundo, los jóvenes de todo el mundo. Saludos, Señora. Claudia, Lina. Adiós. Gusto de verte, Javier Jauregui, Gracias. España. El maestro de Tomás, ceremonias. saludos. Un saludo. Va a ser cordial para todos, ¿eh? Feliz Día Olímpico. Feliz Día Olímpico. Feliz día para todos. Feliz día olímpico. Feliz día, feliz día. Gracias. Feliz día. Gracias, gracias. Vale, nos vamos. Recording stopped.